ministre éthiopien Abiy Ahmed a reçu les présidents érythréens et somaliens en visite. Durant cette rencontre, les chefs d'État ont évoqué les moyens de renforcer l'intégration économique régionale. En RDC, l'ONU a appelé les groupes armés à ne pas entraver les efforts de lutte contre Ebola qui touchent l'est du pays. Les aides médicales contre Ebola ont à plusieurs reprises été perturbées par des attaques armées. Et puis au Niger, les commerçants et les agents de transit ont suspendu leur mot d'ordre d'opération ville morte prévu pour ce vendredi. Ils ont trouvé un terrain d'entente avec l'administration des douanes. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a reçu ce vendredi les présidents érythréens et somaliens en visite dans le nord de l'Éthiopie. Durant cette rencontre, les trois chefs d'État ont évoqué les moyens de renforcer l'intégration économique régionale entre leurs pays rivaux par le passé. Les images. Le chef de l'État érythréen Isaias Afewerki et son homologue somalien Mohamed Abdullahi Mohamed, en visite en Éthiopie, se sont rendus avec le Premier ministre Abiy Ahmed dans la ville de Gondar, où ils ont visité une université et rencontré divers responsables de la région. Cette rencontre entre les trois chefs d'État, prévue pour durer 2 jours, doit permettre de consolider les relations de l'accord d'intégration économique dans la Corne de l'Afrique. Les trois dirigeants s'étaient déjà rencontrés en septembre en Érythrée pour poser les fondations de cet accord dont les détails ne sont pas encore connus. Les trois pays, autrefois rivaux, se dirigent progressivement vers une collaboration régionale en termes de développement économique afin de mieux lutter contre la pauvreté dans la région de la Corne de l'Afrique. C'est l'arrivée au pouvoir en avril d'Abiy Ahmed qui a changé la donne entre l'Éthiopie et l'Érythrée qui ont signé en juillet un accord de paix après plusieurs années de conflit. La Somalie et l'Érythrée ont également rétabli des liens diplomatiques après une longue période d'hostilité. Pendant ce temps, l'Érythrée et Djibouti, dont les relations sont tendues depuis 2008, ont également recommencé à se parler. En Libye, Fayez al-Sarraj, le chef du gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale, appelle les partenaires de Tripoli à parler enfin d'une seule voix pour aider le pays à sortir de la crise. Cet appel intervient à quelques jours seulement d'une nouvelle réunion internationale pour tenter de ramener la paix dans le pays. Reportage. En prélude à une nouvelle réunion internationale sur la situation en Libye, le Premier ministre reconnu par la communauté internationale convie les partenaires de Tripoli à parler d'une seule voix afin d'aider son pays à sortir du chaos dans lequel il est embourbé depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011. L'Italie cherche à organiser les pourparlers en raison de son intérêt pour le dossier libyen, mais cela nécessite un état de consensus entre toutes les parties, qu'il s'agisse des communautés régionales, européennes ou internationales, afin de parvenir à une vision commune vis-à-vis du dossier libyen. En raison du manque d'engagement des parties libyennes qui ont assisté à la réunion de Paris et de leur désengagement, de leurs responsabilités, il n'a pas été possible de parvenir à ce qui avait été convenu. C'est l'une des raisons pour lesquelles la crise s'est poursuivie plus longtemps que prévu. Dans la quête de résolution de la crise libyenne, a été organisé fin mai à Paris un sommet qui avait rassemblé les 4 principaux protagonistes de la crise libyenne, dont Fayez al-Sarraj. Cette réunion avait principalement débouché sur un engagement à organiser des élections le 10 décembre, mais cet objectif ne sera visiblement pas tenu. L'opportunité de fixer une date constitue l'une des principales divergences entre la France d'un côté, l'Italie, mais aussi les États-Unis de l'autre. Ces deux derniers pays estimant que le volet électoral doit venir en dernier. En Tunisie, le président Bédi Caïd Essebsi a critiqué le remaniement ministériel annoncé cette semaine par le Premier ministre Youssef Chahed. Le chef de l'État tunisien a également démenti avoir un désaccord avec ce dernier. À l'approche des scrutins présidentiels et législatifs de 2019, le Premier ministre tunisien, nommé il y a plus de 2 ans par le président Bédi Caïd Essebsi, a acté sa rupture avec le chef de l'État en le tenant à l'écart du dernier remaniement. Youssef Chahed a en effet changé 13 de ses ministres.
sans toucher au ministre des Affaires étrangères et de la Défense. Les deux postes pour lesquels il aurait été obligé de consulter le président selon la Constitution. Ce qui n'est pas du goût du chef de l'État qu'il a fait savoir ce jeudi lors d'une conférence de presse au palais présidentiel de Carthage, dans la banlieue nord du Tunis. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire le remaniement ministériel. La représentante de la présidence a bien dit que le président n'était pas d'accord avec la manière, mais pourquoi cette précipitation ? Il y a une rapidité constructive qui ne l'est d'ailleurs pas. Si l'Assemblée des représentants a décidé que c'était quelque chose de bien, en ce qui me concerne, je n'irai pas à l'encontre des décisions de l'Assemblée. Ce n'est pas parce que cette décision ne me plaît pas, mais parce que ce sont les dispositions de la Constitution. Tout en affirmant que les choses ne vont pas dans la bonne direction, le président Kaïd Essebsi a démenti avoir un désaccord avec le Premier ministre Youssef Chahed. En bref, au Togo, le gouvernement a confirmé la tenue des législatives pour le 20 décembre prochain. Cette décision est contraire aux souhaits de l'opposition, mais conforme aux recommandations des chefs d'État de la région, médiateurs dans la longue crise entre le président Faure Gnassingbé et ses adversaires politiques qui réclament sa démission. En Guinée, des troubles ont éclaté dans les rues après que 2 jeunes aient été abattus par des soldats lors d'une manifestation dans une banlieue de Conakry. L'opposition qui dénonce ces tueries a appelé à la désobéissance civile. On écoute. Si vous continuez d'exécuter les ordres d'Alpha Condé, vous allez être en conflit avec la République, en conflit avec le peuple de Guinée. Parce qu'il n'a pas pitié de ce peuple. Il ne veut pas respecter la loi, il ne veut pas respecter la Constitution. Et malheureusement, vous pensez que être républicain, c'est exécuter les ordres illégaux qu'il vous donne. Nous avons besoin d'un gouvernement qui respecte la Constitution et les lois. Celui d'Alpha Condé, c'est la négation de la loi et de la Constitution de la République. Arrêtez d'obéir à M. Alpha Condé. Il n'est plus au service du peuple, il est au service d'un clan. En République démocratique du Congo, les Nations Unies ont appelé ce vendredi les groupes armés à ne pas entraver les efforts de lutte contre la maladie à virus Ebola qui touche l'est instable du pays. Les opérations d'aide médicale contre Ebola ont à plusieurs reprises été perturbées par des attaques armées qui ont fait depuis des dizaines de morts à Beni et ses environs. Les détails. Les Nations Unies ont appelé les groupes armés en République démocratique du Congo à ne pas entraver les efforts de lutte contre la maladie à virus Ebola qui touche l'est du pays depuis le mois d'août dernier. Cette épidémie d'Ebola s'est déclenchée le 1er août à Mangina, dans la province du Nord Kivu, mais l'épicentre de la maladie s'est rapidement déplacé vers Beni, repère des rebelles ougandais des ADF et de nombreux autres groupes armés locaux. Au total, 312 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont 277 confirmés et 35 probables, selon le dernier bilan des autorités congolaises, qui font état de 191 décès. Les opérations d'aide médicale contre Ebola ont à plusieurs reprises été perturbées par les attaques armées qui ont fait depuis des dizaines de morts à Beni et ses environs. Les Nations Unies ont néanmoins indiqué que l'interaction avec certains groupes armés a permis de faire en sorte qu'il y ait un accès à certains villages qui sont dans des zones maï-maï. Grâce à cet accès, des personnes infectées parmi les populations ont pu bénéficier d'un traitement. Au Niger, les commerçants et les agents de transit ont suspendu l'opération Ville Morte prévue pour ce vendredi. Ils ont trouvé un terrain d'entente avec l'administration des douanes dont ils rejettent certaines mesures jugées contraignantes par rapport à leur activité. On fait le point avec Abdul Karim Mahamadou. La journée Ville Morte projetée ce vendredi 9 novembre 2018 par le syndicat des commerçants et celui des agents de transit pour protester contre certaines mesures douanières n'aura finalement pas lieu. C'est le fruit d'un long round de négociations entre les différentes parties. Les syndicats ont reçu des explications qui les ont convaincus sur les différentes mesures, notamment les pains savants, objet de la grogne. Ce faisant, ils ont suspendu le mot d'ordre. D'autres qui font allusion à la suspension des pains savants, les pains savants demeurent. Votre marchandise, s'il y a la quittance en bonne et due forme, bien établie, vous allez bénéficier du pass avant.
Il ne faut pas faire de confusion. Le passe-avant est là, qui va faire acheminer. C'est un document douanier qui va faire acheminer les marchandises partout où vous voudrez les amener. Nous profitons de l'occasion, puisque nos problèmes sont résolus, pour dire que le mot d'ordre du 9, vendredi 9, est suspendu. Selon l'administration des douanes, il s'agissait non seulement d'une incompréhension, mais aussi de mauvaise interprétation des textes. L'équivoque étant levé, la journée ville morte n'a plus de sens, estiment les responsables de la douane. Aussi, la direction générale des douanes a rassuré les opérateurs économiques nigériens quant à sa disponibilité à maintenir le dialogue et à respecter l'accord conclu. La circulaire 0032 dont on parle, quel était son objectif? Cette circulaire disait qu'il faut dédouaner les marchandises au lieu de destination ou de consommation. Pourquoi cela? Pour éviter la fraude. Il suffit qu'un commerçant, un importateur, prenne une cargaison entière, n'est-ce pas? Il part la dédouaner dans un bureau de douane où il a des complices. Il faut dire les termes tels qu'ils sont. Il va dédouaner là-bas à un moindre prix, à un prix très réduit. Et avec ces quantités, il va inonder l'ensemble du marché nigérien, de toutes les régions. Évidemment, c'est comme une concurrence déloyale vis-à-vis de ceux qui ont payé normalement les droits de douane. Et il y en a. Les commerçants ont pris acte des propositions de la Direction générale des douanes, mais ils restent sur leur garde au cas où ils constatent des manquements sur le terrain. Au Brésil, le nouveau président élu Jair Bolsonaro s'est réuni jeudi avec ses ministres dans le quartier général du gouvernement de transition à Brasilia. Jair Bolsonaro n'a fait aucune déclaration à la presse. C'est plutôt la ministre de l'Agriculture, Teresa Cristina, nommée mercredi, qui a donné une conférence de presse à l'issue de sa rencontre avec le président élu. Le président a déjà dit plusieurs fois qu'il veut en finir avec l'industrie des amandes, en finir avec la vision idéologique et être hautement technique. Je suis d'accord, et pas que moi. Tous les producteurs brésiliens attendent cela du président Jair Bolsonaro. Sur les pesticides, la commission spéciale, la commission parlementaire qui s'est penchée sur la question a proposé la modernisation, c'est-à-dire donner la possibilité aux producteurs brésiliens d'utiliser les mêmes molécules qui sont utilisées ailleurs et de le faire de manière transparente et contrôlée. Il n'y a rien de plus et cela n'enlèvera de pouvoir à personne. Il y a beaucoup d'Indiens qui ont besoin de plus de terre pour vivre plus dignement, mais il faut que l'on trouve un moyen d'éviter la judiciarisation et de faire en sorte que les deux, c'est-à-dire les Indiens et les agriculteurs, puissent survivre. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.